CESI. Donc pour ceux qui ne le savent pas, on a un laboratoire de recherche à CESI qui s'appelle l'INEACT. Et donc moi, je suis, avec mes collègues, je suis responsable d'une équipe dans ce laboratoire de recherche. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'industrie du futur et du sens du travail. Je vais poser quelques concepts, pas beaucoup, des éléments d'actualité et quelques éléments de concepts théoriques. Et puis je vais aussi et surtout illustrer par des recherches qu'on fait en ce moment dans le laboratoire de CESI. Donc je vous parlerai notamment de recherches qui sont menées dans le cadre de thèses de doctorat. Voilà. Alors, donc, sur le fond, c'est intéressant, j'espère, vous me direz. Et puis sur la forme aussi, c'est quelque chose à retenir, de savoir en fait qu'il y a des thèses de doctorat, des filières doctorales qui sont accessibles à vous, entre autres, à tout le monde, au sein de CESI. Bien, alors, donc déjà, l'industrie du futur. L'humain au cœur de l'industrie du futur, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de travaux dessus, hein, ça fait plusieurs années. Donc là, j'ai mis en haut des rapports qui ont été produits ces dernières années. Vous voyez que depuis 2015, la question de l'humain dans l'industrie du futur, elle est traitée, elle est posée. Et puis donc c'était une source de préoccupation pour tout le monde, hein, les institutionnels, les industriels eux-mêmes, le monde du travail en général. Donc c'est une préoccupation, une problématique, comme je l'ai écrit, contemporaine. Ceci dit, l'humain dans l'industrie du futur, on va déjà regarder quelle place on lui fait. Donc quand on regarde ces rapports-là qui ont été produits ces dernières années, on se rend compte que les sujets qui sont majoritairement traités, c'est donc tout d'abord une analyse des tâches. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme je l'ai mis ici avec cette illustration, quand on cherche à faire passer une industrie en mode 4.0, à intégrer des technologies de pointe, notamment la robotique, mais pas que, hein, l'intelligence artificielle, etc., on va analyser finalement de quoi on a besoin, et puis donc analyser les tâches, et puis chercher à répartir de la façon la plus intelligente possible les activités entre les humains d'une part et entre les technologies d'autre part. Notamment, il y a ce concept-là, j'ai mis 4D ou 5D en fonction des références, on ne trouve pas toujours la même appellation. On va chercher à donner aux technologies un certain type de tâches qui sont considérées comme moins valorisantes ou moins appropriées pour les humains. Donc les 4D, ce serait dull, donc des choses dull, dirty, dangerous, dear ou difficult. Donc c'est des tâches qui sont à faible valeur ajoutée, dull, dirty, donc sale potentiellement, dangerous, dear, c'est-à-dire qui ont aussi un faible retour sur investissement, qui peuvent être considérés comme cher, et puis difficult. Donc il y a une volonté de répartir les tâches le plus harmonieusement et intelligemment possible entre les technologies et les humains. Donc ça fait l'objet de beaucoup de travaux. Ensuite, il est beaucoup sujet d'ergonomie également dans cette préoccupation de l'humain dans l'industrie du futur. On cherche à concevoir de la façon la meilleure possible les interfaces entre la technologie et l'humain. On parle de cobotique pour la collaboration, notamment entre les robots et les humains. On s'intéresse aux gestes et postures des humains. Là, on peut bien le voir, je pense, dans ces illustrations, que ça va être une préoccupation majeure. En tout cas, c'est quelque chose qui est beaucoup étudié. On va chercher, grâce à l'industrie 4.0 et du point de vue de l'humain, de réduire notamment les troubles musculo-squelettiques, de diminuer les arrêts maladie, les accidents du travail. Et puis tout ça sous-tendu par des notions de formation. Parce que quand on introduit l'industrie 4.0, ou bien quand on transforme une industrie, ou bien quand on fait rentrer des humains dans une industrie 4.0, il va y avoir des questions de compétences et donc de formation qui vont se poser pour que le système socio-technique puisse fonctionner de la façon la plus optimale. Bref, cette introduction pour vous dire qu'aujourd'hui, l'humain dans l'industrie du futur est traité majoritairement sous 4 angles différents, qui sont la performance de l'industrie, les compétences des humains, et puis la santé et la sécurité. Mais le travail, c'est pas que ça. C'est pas que performance, compétences, santé et sécurité. Donc moi, aujourd'hui, je voudrais vous parler notamment d'épanouissement au travail, de sens du travail. Et pour ça, je voudrais vous poser le cadre suivant, qui est une notion qui s'appelle l'ikigai. Donc c'est un mot japonais.
Ikigai, qu'on pourrait traduire par raison d'être, raison de vivre, accomplissement de soi, enfin cette terminologie qui tourne autour finalement du sens de la vie et du sens du travail. Donc, voilà une représentation possible du modèle de l'ikigai. Donc, dans cette représentation, on voit que l'ikigai se compose de 4 dimensions principales. La première, qu'on voit en bas, le cercle du bas, ce pourquoi vous êtes payé. Donc, tout ce qui est de l'ordre de la rémunération, des motivateurs extrinsèques, hein, ce que je reçois en contrepartie de mon travail. Deuxième dimension, celle de gauche, ce pourquoi vous êtes doué. Donc là, on est dans la sphère des compétences, d'accord, des compétences et les talents. Mais le travail, c'est pas que ça. Le travail, c'est aussi la sphère du haut, ce que vous aimez. Et on voit bien dans cette représentation de l'ikigai qu'il n'y a pas une intersection totale entre ce que j'aime et ce pourquoi je suis doué, par exemple. Hein, d'accord, on peut très bien être doué pour quelque chose et pas forcément apprécier cette activité. Et réciproquement, on peut aimer quelque chose pour lequel, malheureusement, soit on n'est pas compétent, soit on n'est pas formé, soit on n'est pas doué, on n'a pas de talent à la base. Et enfin, la quatrième dimension, qui n'est pas des moindres, de l'ikigai, c'est ce dont le monde a besoin, cette notion d'utilité de ce que je fais, de mon travail. Donc vous voyez dans cette représentation, après on va avoir des intersections qui ont été nommées de différentes manières, qui sont intéressantes aussi en soi, et on va utiliser ce concept de l'ikigai tout au long de la présentation. Donc si je reviens sur mon histoire de l'humain dans l'industrie 4.0, avec les notions qui sont actuellement bien documentées, de performance, de compétences, de santé et de sécurité, finalement on se rend compte qu'on ne traite que 2 dimensions de l'ikigai. Les motivateurs extrinsèques, hein, la performance, ce pourquoi je suis payé, la notion de rentabilité, okay. Et puis les notions de compétences, de formation, de qu'est-ce que je fais, comment je fais avec le robot ou avec l'intelligence artificielle, etc. Santé et sécurité, là on est sur un peu d'autres champs qui relèvent ici du champ professionnel, mais qui ne sont pas finalement dans les besoins psychologiques. Santé et sécurité, on va le rapprocher plutôt des besoins d'ordre physiologique, hein, de santé, quoi. On est avant les besoins psychologiques. Donc ça, c'est très bien, sauf que nous, aujourd'hui, on ne s'intéresse pas à ça. On ne s'intéresse pas à ces notions de performance, compétence, santé et sécurité. Aujourd'hui, on parle du sens du travail. Donc, ce qui nous intéresse dans cet exposé, c'est plutôt les 2 dimensions manquantes. La première, ce que vous aimez, ça donne du sens au travail individuellement. Donc individuellement, moi, j'aime cette activité, j'aime ce métier, je sais pourquoi je fais ce job. C'est une source d'épanouissement pour moi. Tout ça, c'est un peu égocentré, c'est ce qu'on appelle la réalisation de soi. Donc c'est vraiment, ça part de l'introspection, d'avoir bien identifié ce pourquoi je pense que je suis fait, ce que j'aime, et de trouver ça, d'implémenter ça ou d'opérationnaliser ça dans mon activité professionnelle. Et l'autre dimension, donc ce dont le monde a besoin, là on n'est pas sur la réalisation de soi, on est sur la transcendance de soi. On n'est pas centré sur soi, là on est tourné vers l'extérieur. J'adore ce métier, j'adore ce job, je me sens bien dedans, mais maintenant, qu'est-ce que j'apporte au monde avec ce job? Et donc le sens du travail, on va considérer principalement ces 2 dimensions, une dimension intrapersonnelle, ce qui me plaît, et une dimension plus altruiste ou universaliste, ce dont le monde a besoin. Alors, le sens du travail, est-ce que c'est une question, une problématique récente? Est-ce que c'est nouveau, cette question du sens du travail? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est récent? Est-ce que vous pensez que c'est nouveau ou c'est pas nouveau? Alors, oui ou non, de toute façon, les deux réponses sont plus ou moins correctes. Pourquoi? Dans un certain sens, c'est nouveau. Cette problématique du sens du travail, elle est nouvelle, surtout si on dézoome et vis-à-vis de l'histoire de l'humanité, c'est ultra récent. Là, c'est ce que j'ai cité ici sur la diapo. On s'intéresse à cette notion de sens du travail depuis les années 80, 1980. Autrement dit, alors pour vous, vous n'étiez pas nés, mais c'était hier en fait, d'accord? À l'échelle de l'humanité, c'était hier, 1980. Donc c'est une problématique qui est récente. 1980, c'est les premières publications sur le sujet, mais aujourd'hui, on voit que c'est une problématique qui a grandi, qui a cru, qui s'est développée dans la société. Aujourd'hui, c'est quelque chose de l'actualité quasi au quotidien, la question du sens du travail.
Donc aujourd'hui, ça reste récent. Ça reste récent et c'est associé, à tort ou à raison, à un stéréotype générationnel. Donc vous avez probablement, puisqu'il s'agit de vous, vous avez probablement entendu tout le temps, partout, on dit oui, les générations, voilà, les millennials, les Y, les Z, les machins. Donc il y a des idées reçues, des idées du moins, qui circulent sur votre ou vos générations, qui font maintenant on voit des pubs dessus. C'est devenu un argument marketing finalement, ce stéréotype générationnel. Donc ils disent qu'effectivement, ce serait la question du sens du travail, de l'utilité, du sens pour moi, de je veux faire un travail qui me plaît, je veux faire un travail qui soit utile. On a l'impression que c'est nouveau et que c'est lié à votre génération. Ce qui est à la fois vrai, parce que c'est vrai que à partir de la génération Y, il y a eu ces questionnements qui sont revenus de façon importante, mais qui est en même temps faux. Pourquoi c'est faux? Pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que quand on s'intéresse, donc là, ce que j'ai cité, les références que j'ai citées, là, c'est des enquêtes. Donc c'est des gens qui, effectivement, vont interroger des milliers de personnes de vos âges. La génération Y, c'est entre 18 et 35 ans, en gros, et qui vont se rendre compte que les questions de sens du travail, elles sont importantes pour cette génération-là. Donc c'est un fait. OK, il n'y a pas à discuter là-dessus. Maintenant, ce n'est pas de la science, c'est juste des sondages et des enquêtes. Quand on regarde ce que disent les scientifiques sur ces questions-là, c'est très intéressant. Pourquoi? Déjà, en fait, on se rend compte que la notion de génération, elle n'est pas validée scientifiquement. Pour qu'on puisse identifier des effets de génération, il faudrait qu'on puisse distinguer les clusters entre eux, ce qu'on appelle des cohortes. Et en fait, ça ne fonctionne pas. Quand on fait des analyses statistiques et démographiques, on se rend compte qu'il n'y a pas plus de différence entre les cohortes qu'à l'intérieur d'une cohorte. Donc cette notion même de génération, c'est un concept un peu marketing, mais ce n'est pas un concept scientifique. Donc ça, c'est la première chose qui est importante et intéressante peut-être à retenir. Et cette transformation sur la question du sens du travail qui est réelle, eh bien en fait, quand on l'étudie de façon scientifique, on se rend compte qu'elle ne concerne pas que les nouvelles générations. Elle n'est pas liée aux jeunes générations, elle impacte l'ensemble de la population active. C'est-à-dire que les personnes des générations, des baby-boomers et des générations X, ils sont aussi impactés par ces évolutions sur le questionnement sur le sens du travail. Peut-être qu'ils sont plus discrets, peut-être que ça se voit moins au sein des entreprises que les jeunes générations, mais finalement, cette évolution, elle est globale et elle est massive. Et ça, c'est aussi tout à fait documenté dans la littérature. On voit de façon générale, dans toutes les générations et partout dans le monde, une évolution vers une montée en puissance des valeurs qu'on appelle post-matérialistes. Donc c'est valable dans les pays post-industrialisés comme ici, les démocraties post-industrialisées, mais c'est valable aussi sur d'autres catégories de pays. Donc c'est une évolution générale et globale. Donc c'est pas lié aux générations. Et c'est vrai que du coup, la question du sens du travail, ça reste relativement récent comme problématique dans l'histoire du monde du travail et de l'humanité. Maintenant, si je reviens à cette question de l'interaction entre l'industrie 4.0, la technologie, et le sens du travail. Maintenant, je vais aborder 3 points successivement. Le premier point, je vais vous donner des éléments qui pourraient laisser supposer qu'il y a un impact négatif de la technologie et de l'industrie 4.0 sur le sens du travail. Donc là, je m'appuie exclusivement sur une étude qui a été publiée en 2019 par la FING. La FING, c'est la Fondation Internet Nouvelle Génération, l'ADEME, les mines ParisTech, Télécom ParisTech. Donc ça date de 2019 et donc c'est une grande enquête qui a été faite en France dans des établissements, des unités de production qu'on pourrait qualifier de usines 4.0. Donc vous voyez le titre en fait de ce rapport, c'est Controverse de l'industrie du futur, puis il y a eu des articles suite à ça. L'humain cherche sa place dans l'usine du futur. Donc là en fait dans ce rapport sont pointés un certain nombre d'inconvénients de la technologie, de l'industrie 4.0 sur l'impact sur le sens du travail. Pourquoi? Parce qu'en fait l'histoire de l'industrie veut que à chaque évolution ou révolution technologique dans l'industrie,
on a eu tendance à observer un éloignement de l'humain, de l'opérateur, par rapport aux produits, aux clients et du coup au sens du travail. Je vous donne un exemple. On s'imagine qu'on fabrique des chaussures. Avant l'industrie, on était artisan. L'artisan qui fabriquait les chaussures, en fait, il était en contact direct avec le client, il était en contact direct avec la chaussure, il l'avait entre les mains. Et donc, en fait, le sens du travail, il était très facilement accessible pour lui, d'accord ? Puisqu'il était au contact direct du client et du produit. Ensuite, il y a eu l'industrie. Donc là, déjà, l'opérateur qui travaille dans l'usine qui fabrique des chaussures, il n'est plus en contact direct du client. Il s'est éloigné du client. Par contre, il est toujours proche du produit. Parce qu'il est peut-être sur la machine, mais en tout cas, il a quand même toujours le produit sous les yeux. Et en fait, là, si on rajoute une couche robotisée à tout ça, on s'éloigne encore un cran. L'opérateur qui fait tourner le robot, qui lui va faire tourner les machines qui vont fabriquer la chaussure pour le client, et bien l'opérateur, il vient encore de s'éloigner encore un peu plus du client, du produit et même de la production. Et donc, ça peut engendrer un éloignement du sens du travail. Donc voilà des verbatim que j'ai relevés dans ce rapport. Donc les opérateurs dans l'industrie 4.0, ils ne sont plus affectés à la production, mais au contrôle du robot. Ils perdent le contact avec la production, ils perdent le sens. On dit qu'il y a de moins en moins de salariés au pied des machines et de plus en plus derrière les écrans. De moins en moins en contact avec le produit, les opérateurs perdent leur savoir-faire et leur connaissance, etc. Et donc on interroge le sens du travail. Donc voilà un exemple d'impact potentiellement négatif de l'industrie 4.0 et de la technologie, de la couche technologique sur le sens du travail. Maintenant, je vous donne un deuxième exemple. Donc ça, c'est un exemple neutre. Ici, c'est lorsque la technologie ne change rien. Donc ça, c'est une étude qu'on a faite, une enquête qu'on a faite ici à Cézy. Et on a conçu une enquête cross-industrielle. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on a interrogé de nombreuses entreprises, en l'occurrence 107 entreprises françaises. Donc ça, c'est une enquête qu'on a fait passer fin 2019, avant la crise sanitaire. Et la question qu'on se posait, c'était dans le cadre de formation, à l'époque ça s'appelait l'école de formation des managers, on se posait la question de l'impact de la digitalisation, alors pas tout à fait sur le sens du travail, mais sur l'engagement. Donc ça, c'est le cadre initial de l'enquête et les questions qu'on se posait. Donc on a fait passer cette enquête à 107 entreprises françaises pour essayer de quantifier et qualifier l'engagement des salariés, d'une part, et d'autre part, essayer de comprendre quels sont les leviers et quels sont les freins à l'engagement des salariés. Et parmi ces leviers et ces freins potentiels, on a mesuré la maturité digitale. Donc l'hypothèse des collègues qui m'ont commandité cette enquête, c'est en fait ils souhaitaient montrer que la digitalisation pouvait augmenter l'engagement dans les entreprises. Donc là, en fait, ce sont des résultats in fine assez synthétiques d'une analyse de régression multiple qui montre quoi? Qui montre déjà qu'en fait, ici, la maturité digitale, elle n'a aucun impact significatif sur l'engagement. Donc en soi, le fait de s'inscrire pour une entreprise dans une démarche de digitalisation, ça va pas, il ne faut pas s'imaginer que c'est la baguette magique et que ça va augmenter l'engagement des salariés. Non. L'inverse est faux aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer que digitaliser, ça va faire baisser l'engagement. Non, ce qu'a montré cette enquête, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'impact de la digitalisation sur l'engagement. Et par contre, on a identifié trois sources d'engagement, donc 3 leviers d'engagement significatifs. Des notions managériales, donc le management délégatif qui signifie plus d'autonomie. Donc vous donnez plus d'autonomie à vos salariés, vous augmentez l'engagement. La notion de leadership transformationnel que je vais développer juste après. Et leadership transformationnel, je l'ai entouré, encadré en rouge. Pourquoi? Parce que là, c'est là qu'on va retrouver la notion de sens du travail. Parce que le leadership transformationnel, c'est piloté par le sens. Et donc on voit que cette composante qui va toucher le sens du travail, elle va augmenter l'engagement. Et le troisième levier qu'on a identifié dans cette enquête, c'est la clarté de la tâche, c'est-à-dire comment on définit sa contribution individuelle à la mission de l'entreprise. Donc je fais une parenthèse sur cette notion de leadership transformationnel. Alors c'est un modèle de leadership qui est beaucoup utilisé dans la littérature. J'ai mis plein de rêves sur le côté, c'est pas pour
c'est pas par arrogance, c'est pour vous montrer en fait qu'il y a énormément de littérature dessus et que c'est un modèle qui est utilisé depuis les années 90, qui est toujours totalement d'actualité et qui est le modèle le plus utilisé pour étudier le leadership en sciences humaines. C'est pas valable en sciences de gestion, mais en sciences humaines, c'est le modèle le plus utilisé. Et donc là, sur cette diapo, j'ai essayé de le simplifier au maximum pour vous délivrer en fait un message facile à retenir. Donc c'est l'objectif. La théorie, elle est un peu plus complexe que ça, mais il y a des choses importantes avec lesquelles vous pouvez repartir aujourd'hui. Donc, pour vous expliquer le leadership transformationnel, je vais contraster, donc opposer deux types de leadership, le transformationnel et le transactionnel. Le transactionnel, c'est sans doute, vous allez comprendre très rapidement ce que c'est que le leadership transactionnel. Le leader transactionnel, c'est celui qui tire son pouvoir du fait qu'il détient les récompenses et les sanctions. Donc, je suis un leader transactionnel, c'est moi qui décide des récompenses et des sanctions de mes collaborateurs, c'est ça qui me donne du pouvoir. Et du coup, je vais définir des objectifs, alors des objectifs à court terme. Court terme, ça peut être aussi une année. Voilà, tes objectifs pour l'année, c'est de faire tant de ventes, c'est de faire tant de chiffres, c'est de faire tant de contrats, ok, tant de volume, ok. Donc je définis des objectifs à court terme et puis je monitore tout au long de l'année qu'est-ce qui se passe. Tu as atteint tes objectifs, c'est bien. Tu as dépassé tes objectifs, c'est super. Tu as une prime, récompense. Puis tu n'as pas atteint tes objectifs, peut-être qu'il peut y avoir une sanction. Donc ça, c'est le leader transactionnel qui s'appuie sur la motivation extrinsèque, les récompenses et les sanctions, et du coup qui s'appuie pour ça sur des indicateurs à court terme. Et à l'inverse, le leader transformationnel, lui, il s'en fiche des récompenses et des sanctions. Le leader transformationnel, il tire son pouvoir du fait qu'il porte le sens du travail. Et il porte des motivateurs intrinsèque, donc c'est-à-dire non pas ce que ça peut me rapporter, mais quel sens ça a pour moi. Et le leader transformationnel, c'est celui qui vous donne envie pour le fond, pour la mission, pour qu'est-ce que tu aimes et comment on va faire pour que tu puisses exercer ce que tu aimes. Et comment on va aider la société par rapport à ça. Quelle mission on va remplir pour le monde, pour améliorer le monde grâce à ça. Donc ici, on est sur des leviers qui ne sont pas des récompenses et des sanctions. Les leviers ici, c'est les valeurs, les finalités et les missions de l'entreprise. Et on s'appuie forcément sur des indicateurs à très long terme. Changer le monde, c'est pas ok, c'est inatteignable. C'est un indicateur à long terme, c'est très ambitieux et c'est ça qui nous intéresse. Alors quand je dis changer le monde, c'est un peu trop générique, mais je ne sais pas moi, dépolluer les océans. C'est ça, mais c'est quand même ça qui va, moi, me motiver tous les jours. Et c'est pas une histoire de récompense et de sanction. Voilà, donc 2 mots pour comprendre très rapidement, et j'espère que vous pourrez retenir ce message-là, ce que c'est qu'un leader transformationnel par rapport à un leader transactionnel. Alors, vous allez me dire, moi je connais que des transactionnels. Et peut-être que les leaders transformationnels, vous avez l'impression qu'ils n'existent pas, ou que vous n'avez pas la chance d'en côtoyer. Toujours dans cette même enquête, on a essayé de mesurer justement la présence de ce type de leadership au sein des entreprises. Et on se rend compte que, en fait, les leaders transformationnels, on en a aussi autour de nous. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, ce sont des courbes. Là, vous voyez la distribution, en fait, du leadership transformationnel en fonction de notre effectif, là, de 107 entreprises françaises. Et donc, oui, le leadership transformationnel, il existe dans les entreprises. Donc, c'est pas quelque chose d'exotique. Et il y a aussi, bien sûr, du transactionnel. Et il faut bien savoir, en fait, il faut comprendre qu'on peut être les deux. On peut être transformationnel et transactionnel à la fois. Et ce qui est important pour nous, pour la question du sens du travail, sera surtout, évidemment, le transformationnel. Vous avez compris. Donc, en conclusion de cette enquête-là qu'on avait réalisée en 2019, finalement, ce qu'on peut en conclure, donc la technologie en soi, elle n'agit pas sur le sens, mais dans cet échantillon, c'est là que je vais apporter une nuance. Et ce qui peut expliquer, d'après nous, le fait que le leadership impacte l'engagement, c'est que le leadership transformationnel, il porte le sens du travail.
Alors maintenant, je vais vous donner un troisième exemple. Donc le premier exemple, c'était les impacts négatifs de la technologie sur le sens du travail. Deuxième exemple, finalement une décorrélation entre technologie et sens du travail. Et maintenant, je vais vous expliquer un cas d'étude qui suggère que la technologie, elle peut aussi parfois porter le sens du travail. Donc là, l'aspect le plus positif qu'on puisse imaginer de l'industrie 4.0. Donc là, je vous présente Erika, qui est une de mes anciennes doctorantes, qui a soutenu sa thèse en 2021, il y a un an, et qui a fait sa thèse de doctorat avec une entreprise qui s'appelle Laser Fusion, donc qui est une entreprise de découpe laser, donc, qui est une PME de 25 personnes en province, qui est dans la Nièvre, à Coulanges-les-Nevers, et qui est une très belle entreprise qui est dans le top 3 français de la découpe laser. Donc il a beaucoup de succès. C'est une entreprise très technologique. C'est le gérant qui fait lui-même la R&D et c'est un passionné. Donc dès qu'il y a des nouvelles machines qui sortent n'importe où dans le monde, je ne sais pas moi, au Japon, peu importe, il les fait venir à Coulanges-les-Nevers. Et donc il y a depuis le début de l'histoire de cette entreprise, il y a une exemplarité technologique. Et c'est aujourd'hui un site de production qu'on pourrait qualifier d'industrie 4.0. Exemplarité financière également, c'est une entreprise qui a toujours été en croissance, qui a toujours fait un très beau parcours avec des grands clients et puis qui est encore aujourd'hui dans le top 3 français. Et l'objet de la thèse de doctorat, c'était de conquérir également une exemplarité humaine et managériale. Donc on s'est intéressé effectivement à ces questions de sens du travail, d'engagement des collaborateurs dans cette entreprise. Alors juste pour illustrer les ateliers de production de laser fusion et le fait qu'on puisse parler d'industrie 4.0 parce qu'on a des machines tout à fait automatisées. Enfin, il y a différents types de technologies qui sont présentes dans l'atelier et notamment des machines automatisées de très très haut de gamme et très très sophistiquées. Donc on est bien dans le cas de l'industrie 4.0. Donc, je reviens à l'étude qu'Erika a faite dans le cadre de sa thèse de doctorat. Elle a commencé par faire, à son arrivée en 2018, un diagnostic de climat social, pour faire un peu le point sur l'état de l'engagement et du sens du travail au niveau de cette entreprise Laser Fusion. Donc, ce qu'on a cherché à faire dans ce que résume ce tableau, c'est les prédicteurs de l'engagement. Donc on cherchait finalement à quoi était dû l'engagement des collaborateurs dans cette entreprise. On a trouvé deux prédicteurs négatifs, c'est-à-dire des freins à l'engagement. Le premier frein à l'engagement, c'est le leadership qui était à l'époque exercé au sein de l'entreprise. On a trouvé que ceux qui étaient parmi les collaborateurs qui étaient très impactés par le leadership, qui prenaient ça à cœur, eh bien en fait c'était les plus désengagés et réciproquement. Donc là on avait un frein à l'engagement, donc on a décidé en face de mettre un plan d'action, et le plan d'action, on a mis en place avec Erika un coaching managérial. Dans quel sens? Je vous le donne en mille. On a essayé d'entraîner le leader, enfin le dirigeant, on l'a entraîné au leadership transformationnel. Donc ça pour être cohérent avec ce que je vous ai présenté juste avant. Alors un levier à l'engagement très fort, l'ouverture sociale, donc qui est jugée comme forte, qui est un levier à l'engagement. Donc c'est un levier présent qui augmente l'engagement des salariés. On n'y touche pas, d'accord? Donc pas de plan d'action en face. Clarté de la tâche, c'est-à-dire finalement comment chacun individuellement contribue à la mission collective. Donc là, on a trouvé que c'était un frein à l'engagement et que c'était très fort. Donc on a mis en place un plan d'action face à ça. Erika surtout a refondu l'ensemble des fiches de poste de l'entreprise. Pourquoi? Pour redonner aussi du sens au travail via cet outil RH des fiches de poste. Et donc ça, c'était intimement lié avec le coaching managérial, puisque dans le cadre du leadership transformationnel, on a fait identifier aux dirigeants le sens du travail, et ensuite ce sens du travail, on l'a traduit opérationnellement pour chacun des métiers de l'entreprise au travers des fiches de poste. La dimension technologique dans cette entreprise, c'était un levier très fort à l'engagement.
Donc, contrairement à ce que je vous ai dit juste avant, quand on a fait l'enquête sur la maturité digitale, on a trouvé que ça n'avait pas d'impact. Et bien, dans cette entreprise-là, précisément, la technologie, elle a un impact. Elle fait partie de ce qui motive les salariés et de ce qui les engage au quotidien pour venir travailler. Ils viennent travailler dans cette entreprise et ils sont contents de venir travailler parce qu'ils bossent avec de la belle technologie. Dernier point, c'est plus anecdotique, on a trouvé que le dialogue organisationnel au sein de l'entreprise était un levier d'engagement, mais que par contre, il était jugé comme faible. Donc on a mis en place un plan d'action pour développer le dialogue organisationnel. Donc ça, c'est très bien. C'était le diagnostic en 2018. Erika, donc, elle a développé son plan d'action en 2019 et 2020 et on a mesuré les retombées en 2020. Finalement, où est-ce qu'on en est? Donc elle a refait passer la même enquête climat social. Et donc là, on a eu la satisfaction de voir que le frein à l'engagement, qui était le leadership, ce frein, il avait disparu. C'était plus un prédicteur négatif significatif. Le frein de la clarté de la tâche, il avait disparu aussi. On a un nouveau prédicteur, un nouveau levier qui est apparu, c'est la prise en considération. Et en fait, là, pourquoi j'ai encadré cette dimension-là, c'est que le prédicteur positif principal de l'engagement au travail dans cette entreprise, c'était et ça reste la technologie. Donc là, en fait, ce qu'on a identifié, c'est qu'effectivement, l'ADN, le sens du travail, l'ADN de cette entreprise et le sens du travail pour les collaborateurs, c'était la technologie. Donc c'est là où on peut se dire qu'effectivement, l'industrie 4.0, ça peut aussi parfois porter le sens du travail. Et donc au final, bon là je vais passer très vite, c'est une vue d'ensemble de l'ensemble des indicateurs qu'on a mesurés avec Erika, donc en mars 2018 et en septembre 2020, où on voit que tout en fait a augmenté dans cette entreprise. Donc là, quelque part, mission accomplie, puisque Erika, elle était là pour augmenter, améliorer en fait l'exemplarité humaine et managériale. Et donc effectivement, on a eu aussi une augmentation significative de l'engagement au travail. Alors, une petite conclusion intermédiaire. Je surveille l'heure, on est très bien dans le timing. Petite conclusion intermédiaire. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à présent, on a vu les 3 exemples où finalement tout est possible. Que parfois la technologie éloigne du sens du travail. Donc, faire passer une entreprise d'un système de production entre guillemets traditionnel à de l'industrie 4.0, on peut risquer d'éloigner du sens du travail. Et surtout si c'est pas en accord avec la culture de l'entreprise. Par contre, la technologie, elle peut aussi parfois porter le sens du travail, donc lorsqu'elle fait partie de l'ADN de l'entreprise, comme on l'a vu pour Laser Fusion, et quand elle est cohérente avec la culture de l'organisation. Donc là, c'est bien, mais tout ça, c'est des constats a posteriori que je fais. Je prends des exemples d'entreprises et puis je me rends compte, bon, là, ça a marché, là, ça n'a pas marché. Ce qu'on veut maintenant, nous, c'est passer en proactif et de se dire, on a une entreprise qui veut switcher vers Industrie 4.0. Comment on fait? Comment est-ce qu'on s'assure que ça va avoir un effet positif sur le sens du travail et que ça ne va pas avoir un effet négatif? Donc, je vais passer maintenant à un autre exemple de recherche qu'on fait dans notre laboratoire, où là, il s'agit de concevoir en amont la technologie et donc le contexte Industrie 4.0, le concevoir pour porter le sens du travail. Donc il y a un projet qui n'a pas encore démarré avec une entreprise qui s'appelle Avelis. Donc ça, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Et par contre, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une autre thèse de doctorat qui se déroule au sein de la SNCF. Donc là, cette fois, je vous présente Mégane, qui est doctorante actuellement. Donc elle a commencé sa thèse Mégane en 2020 et puis elle va soutenir l'an prochain en 2023. Et donc le sujet de la thèse de Mégane, qui est financée par la SNCF, c'est d'introduire la robotique dans la maintenance ferroviaire. Alors ça pourrait sembler être un sujet très technique à première vue, sauf que vous l'avez compris, nous on l'aborde du point de vue humain. Donc comment est-ce qu'on fait pour concevoir la robotique, pour introduire la robotique dans la maintenance ferroviaire avec ses objectifs de sens du travail. Donc là-haut, Mégane, du coup, elle a appelé ça, donc elle s'appuie sur le modèle de l'ikigai que je vous ai présenté. Et du coup, Mégane, elle a dit qu'elle allait concevoir des robots ikigai. Et le pitch de sa thèse, c'est à contre-courant de la pensée dominante, ce qu'elle veut, c'est utiliser la robotique comme levier de motivation
pour les agents SNCF et pour donner du sens à leur travail. Donc comment est-ce qu'on fait pour introduire un robot dans la maintenance ferroviaire avec l'objectif d'augmenter le sens du travail pour les agents de maintenance ferroviaire? Alors, première étape, il faut déjà, conformément à ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut déjà savoir faire le point sur est-ce que la technologie, ça fait partie de l'ADN de la maintenance SNCF. Si c'est le cas, bon, bah, du coup, on a le champ libre, on sait qu'on va pouvoir développer de la robotique et qu'on a plus de probabilité que ça fonctionne, que ça augmente le sens du travail. Et si c'est l'inverse, si ça vient s'opposer finalement à la culture de l'entreprise, ben là, on va avoir des difficultés. Bon, la bonne nouvelle, c'est que on a constaté que la technologie, elle était pas mal dans l'ADN de la maintenance à la SNCF. Donc Mégane, elle a étudié justement ces questions de sens du travail, de sentiment de compétence, de valeur et d'engagement auprès de différentes populations des technicentres SNCF, des populations qui travaillent avec des outils plutôt traditionnels et d'autres qui travaillent avec des outils plus technologiques. En fait, parmi tous les technicentres en France, il y en a qui sont sur certains sujets, sur certaines opérations, qui sont plus ou moins équipés de façon sophistiquée, qui ont déjà commencé une mutation vers l'industrie 4.0 et d'autres qui sont pas aussi en avance. Et donc, on a pu comparer le travail de la maintenance avec des outils traditionnels et la maintenance avec des outils technologiques. Donc en fait, avec les agents de maintenance qui bossent avec de la technologie, et bien finalement, ils ont un niveau de sens du travail qui est plus élevé, significativement plus élevé que ceux qui ont des outils traditionnels. Ils ont aussi un sentiment de compétence significativement plus élevé. Ils se trouvent mieux alignés avec les valeurs SNCF et ils sont également significativement plus engagés que les agents de maintenance qui ont des outils traditionnels. Donc tout ça, c'est très positif vis-à-vis de la question de l'industrie 4.0 et de l'introduction de la robotique. Ah, je suis partie en arrière, pardon. Alors, notre Ikigai, je vous ai remis ici le modèle. Dans cette recherche avec la SNCF, on ne s'est pas contenté d'aller regarder l'engagement au travail, on a voulu avoir une mesure complète de l'Ikigai et donc des 4 dimensions que je vous ai citées, donc de ce pourquoi on est payé, ce pourquoi on est doué, ce qu'on aime et ce dont le monde a besoin. Et donc on a fait une mesure composite de l'Ikigai, on a vérifié que c'était une mesure fiable au niveau statistique et finalement là ce que je vous présente sur ce diagramme, c'est par rapport à la population d'agents de maintenance SNCF où se situe finalement leur Ikigai. Et j'ai choisi de vous le montrer parce que je trouve que c'est sympathique, c'est plutôt un joli résultat. Pourquoi? Parce qu'on voit que la distribution, la courbe de Gauss, elle est plutôt décalée vers la droite. Ça veut dire qu'en fait que les agents de maintenance ferroviaire, ils ont plutôt un niveau d'ikigai assez élevé, un sentiment d'accomplissement au travail assez élevé. Donc ça, pour nous, c'est gratifiant de travailler avec des populations comme ça et de se rendre compte que finalement, ils sont plutôt bien dans leur métier et le sens du travail est important pour eux. Ensuite, donc c'est très bien ça d'avoir mesuré l'ikigai. Et maintenant, vous avez compris, on fonctionne un petit peu toujours avec le même raisonnement. Une fois qu'on a identifié cette variable, cet objectif de l'ikigai, on va chercher quels en sont les prédicteurs. Qu'est-ce qui détermine le fait d'avoir ce sentiment d'accomplissement au travail? Et donc voilà ce qu'on a trouvé avec Mégane, une synthèse de nos résultats. Donc ce qui pour nous est exploitable pour nos robots, pour la robotique, dans la maintenance ferroviaire, c'est les 2 prédicteurs qui sont en vert en haut. Je vais commencer par le deuxième. L'UX, donc c'est-à-dire la user experience de l'outil, donc c'est-à-dire la manière dont le robot, l'outil robotisé, l'outil technologique est conçu, ça, c'est quelque chose qui augmente l'ikigai des agents de maintenance ferroviaire. Donc, c'est pas seulement travailler avec de la belle technologie, c'est aussi travailler avec de la technologie qui est bien conçue, qui va avoir une bonne expérience utilisateur. Et la manière dont j'utilise cet outil tous les jours, eh bien, c'est quelque chose qui va augmenter mon sentiment d'accomplissement au travail. Donc, pour nous, c'est un challenge. On se dit, OK, on veut faire des robots Ikigai, il faut qu'ils aient un niveau d'expérience utilisateur très élevé. Super. Et du coup, on sait qu'on va pouvoir potentiellement augmenter l'ikigai des agents de maintenance. Et puis, un résultat qui était un peu inattendu,
et qui est très très intéressant, qui constitue un petit peu la pépite de ce travail de thèse, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait le sentiment d'affiliation chez les agents de maintenance ferroviaire était un déterminant de l'ikigai. Le sentiment d'affiliation, c'est l'identification sociale, c'est le sentiment d'appartenance, c'est l'aspect collectif du travail de la maintenance ferroviaire ou de la SNCF. Et on s'est rendu compte que finalement ce bien-être au travail, ce sentiment d'accomplissement, il était aussi lié à ça, à la dimension collective du travail. Et ça nous a interpellés. Parce que si je reviens à mon introduction de tout à l'heure, on se rend compte aujourd'hui que dans tous les travaux sur l'humain dans l'industrie du futur, regardez comment on représente l'humain. On le représente toujours seul avec la techno. Et toute cette dimension collective de l'industrie du futur, en fait, aujourd'hui, elle est totalement absente de l'ensemble des études qui sont faites et d'ensemble des observatoires qui ont été développés sur l'industrie du futur. Et donc nous, notre étude avec la SNCF, elle met ça en lumière. On veut dire, mais il y a peut-être un maillon dans la chaîne qu'on a oublié depuis le début, c'est le collectif humain. Donc, c'est parfait, on va arriver à moins le quart, on va pouvoir conclure. Donc pour conclure sur cet exposé de l'impact de l'industrie du futur sur le sens du travail, donc ce qu'on peut retenir, c'est que la technologie et l'industrie du futur a le potentiel de porter le sens du travail, si, mais pas dans tous les cas, si elle est dans l'ADN de l'entreprise. Donc ça, c'est ce qu'on a vu avec l'entreprise Laser Fusion. Ils sont vraiment sur leur raison d'être, elle est hautement technologique, ça porte l'engagement des salariés et du coup, le côté sophistiqué de la technologie peut potentiellement donner du sens au travail. Ce qu'on a vu avec la SNCF, c'est que ce n'est pas aussi à n'importe quel prix et avec n'importe quel type de techno. Il faut quand même que la techno elle soit bien conçue. Donc là, ça remet aussi un petit peu au centre de la problématique l'adaptation finalement de la technologie par rapport aux besoins humains. Et enfin, ce qu'il faut retenir aussi par rapport à l'ensemble de ces questions du sens du travail, d'industrie du futur et de sens du travail, c'est que l'industrie du futur, ce n'est pas que la techno. C'est qu'il ne faut pas oublier tous ces facteurs managériaux. Donc là, on l'avait vu avec l'enquête cross-industrielle qu'on avait faite, où finalement on se rendait compte que le prédicteur principal de l'engagement, c'était des facteurs managériaux, okay, et notamment le leadership transformationnel. Et deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, c'est cette notion collective qu'on a vue avec la SNCF. Donc là, juste pour finir sur le cas d'étude SNCF, donc là, Mégane, elle est en troisième année de thèse, donc c'est la fin de la thèse qui arrive, et donc maintenant, elle est en train de concevoir un outil robotique. Donc en l'occurrence, le cas auquel elle s'intéresse, c'est pour l'inspection des toitures de train, pour l'inspection des archers. Donc elle conçoit un outil pour inspecter les toitures de train, qui est un outil robotique et dans lequel elle essaye de mettre des fonctionnalités qui vont renforcer ce sentiment d'affiliation et donc potentiellement essayer de renforcer l'ikigai des agents. Donc ça, pour nous, c'est l'originalité de ce travail, d'avoir mis en évidence ce besoin d'affiliation pour le sens du travail et l'accomplissement au travail. Et donc tout ça, si on y arrive, eh ben, ce serait des facteurs potentiellement d'engagement, d'épanouissement individuel et aussi bien sûr de performance au travail. Donc je vous remercie pour votre attention et donc là maintenant, si vous le souhaitez, on a un petit temps de questions. J'arrive. Donc levez bien la main si vous voulez poser des questions en amphithéâtre. Ceux qui nous regardent, envoyez donc vos questions à causerie@idfc.cesi.fr. Merci. Alors bonjour à tous. Moi j'aimerais savoir comment avez-vous procédé pour évaluer ou plutôt mesurer l'engagement des salariés au regard des différents facteurs que vous nous avez cités, les facteurs organisationnels, managériels et autres. Merci. Merci pour cette question. J'ai plusieurs réponses à apporter et en fait, je vais dévoiler mon jeu, mais c'est pas grave. J'avais prévu, si jamais on avait le temps, j'ai une petite annexe dans mes diapos parce que c'est un truc c'est une copie d'écran que j'ai faite ce matin d'un article qui a été publié hier
sur Madines. Je ne sais pas si certains d'entre vous suivent ça. Et donc, je vois ça ce matin dans mon fil d'actu. 6% d'engagement au travail en France. Y a-t-il un pilote pour sauver le travail? Donc, je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler de ces enquêtes-là qui sont réalisées par l'Institut Gallup. Ça vous dit quelque chose, hein, ces chiffres d'engagement au travail? Bon, ça nous donne l'occasion d'en parler et je suis ravie de pouvoir en parler. Alors ça, c'est un cabinet de conseil, le Gallup, américain, qui fait des enquêtes d'engagement sur l'ensemble du monde, enfin dans tous les pays. C'est des consultants, ce n'est pas des chercheurs. Et en fait, ils utilisent leur propre questionnaire pour évaluer l'engagement. Et nous, la France, en fait, on a toujours des résultats catastrophiques. 6% d'engagement. Ouais, quand je vois ça, moi, ça me brise le cœur, parce que moi, je suis aussi dans les entreprises quand même. Et comme vous avez vu, là, avec les différents cas que j'ai montrés, on a des entreprises, pour autant, tout n'est pas rose. Et puis là, en plus, moi, ces cas d'entreprise que je vous ai montrés, que ce soit Laser Fusion, que ce soit la SNCF, ils ont vécu la crise sanitaire, etc. Et pourtant, je vois des gens qui sont engagés. Donc, c'est totalement incohérent. Donc, quand on regarde, en fait, l'enquête du Gallup, alors je ne suis pas la seule à dire ça, hein, ça a été analysé aussi par des confrères chercheurs. En fait, ils ont fait leur propre outil de mesure et c'est un outil qui est biaisé culturellement. On suppose qu'il est biaisé culturellement. C'est des formulations, c'est des questions qui sont peut-être qui parlent aux Américains, mais qui ne parlent pas forcément à n'importe quelle culture autour du monde et qui défavorisent, je pense, les chiffres pour les Français. À l'inverse, nous, ce qu'on utilise pour répondre finalement à votre question, c'est des échelles standardisées qui ont été mises au point par des chercheurs. Donc, notamment pour l'engagement, on utilise l'outil de Chao Feli. Donc, Chao Feli, c'est un chercheur néerlandais. Et alors, ça s'appelle le UWES. Donc, c'est Utrecht Work Engagement Scale. Et donc, c'est une grille standardisée, un outil standardisé qui décompose, enfin qui compose l'engagement selon 3 dimensions qui sont alors il y a je réfléchis, j'ai pas révisé. Donc dévouement, absorption et il m'en manque une. C'est l'énergie, je ne me souviens plus le terme exact. En tout cas, donc dans la littérature scientifique, l'engagement, il y a 3 dimensions à l'engagement sur la théorie. Donc le dévouement, c'est-à-dire vraiment le fait d'être dédié à sa tâche, à son activité et donc à la mission de l'entreprise. L'absorption, ça c'est des notions attentionnelles, de dire que finalement, quand je suis au travail, je suis totalement à ce que je fais, et donc d'un point de vue attentionnel et motivationnel. Et puis le troisième, c'est l'énergie. Ah oui, c'est vigueur, voilà. Vigueur, dévouement, absorption. Vigueur, c'est un peu cette notion de « ok, je me lève le matin, j'ai envie d'aller bosser ». Donc l'engagement au travail, dans la littérature scientifique, c'est ça. Vigueur, dévouement, absorption. Et par contre, ce qui circule dans les médias, le Gallup, c'est pas du tout ça. Le Gallup, c'est ouais, est-ce que j'ai des amis au travail, c'est des choses comme ça. Donc ça n'a pas de lien finalement, ou ça a moins de lien avec le sens du travail. Et surtout, ce n'est pas des outils qui sont standardisés, qui sont validés scientifiquement. On a une question via le live d'un collègue de Rouen. Dans l'entreprise de découpe laser, est-ce qu'ils ont pu mesurer l'impact du Covid entre 2019 et 2021 dans leurs résultats? Oui, absolument. C'est très intéressant aussi comme question. Je reviens sur la diapo. Dans le fait qu'ici, à septembre 2020, donc septembre 2020, on était entre 2 confinements. Hein. Il y avait eu le premier confinement en mars, de mars à mai. Septembre, on était revenu à la vie normale, entre guillemets, et en novembre 2020, il y a eu un deuxième confinement. Donc là, finalement, cette mesure-là, elle a été faite entre 2 confinements. Et le fait que le confort matériel et la technologie aient toujours été quelque chose de très positif pour l'entreprise, c'était aussi lié à la bonne gestion de la crise par le gérant.
Pourquoi? Parce qu'en fait, du fait que cette entreprise elle était assez prospère, en fait, ils ont eu les moyens, je dirais financiers, de rassurer l'ensemble des collaborateurs, parce qu'il y en a qui ont été en chômage technique, oui, il y en a qui ont été en télétravail, mais rien n'était prévu pour eux. Pour une usine comme ça, le télétravail, ça n'existait pas, vous imaginez bien. Donc en fait, il y a eu la possibilité que chacun finalement soit rassuré, d'apaiser les angoisses de tout le monde. Donc ça fait partie de ce qu'ils ont récompensé entre guillemets dans la notion de confort matériel. Et sur la partie technologique, ce qui est super intéressant, c'est que justement du fait que l'entreprise était plutôt à l'aise financièrement, malgré la crise sanitaire, ils ont continué à investir dans des nouvelles machines. Donc il y avait une nouvelle machine qui devait arriver en 2020. Malgré la crise sanitaire, la machine est quand même arrivée. Donc ça, c'est ce qui a fait aussi, c'est qu'effectivement, ça a porté aussi l'engagement des salariés de se dire, on est en pleine crise sanitaire. Malgré ça, la boîte, elle tourne. Malgré ça, j'ai continué à toucher mon salaire, tout va bien. Et puis, on va reprendre le boulot maintenant. Et donc ça, oui, effectivement, c'était des choses plutôt positives qui ont réaffirmé l'engagement des salariés et qui expliquent que malgré la crise sanitaire, entre 2018 et 2020, on a quand même eu une augmentation de l'engagement. Une question pour revenir à ce que tu disais, que les sondages sont différents en fonction, les cultures sont différentes, donc les attentes sont différentes. Est-ce que tu as une vision peut-être au niveau européen, au moins, dans les différents pays, s'il y a d'autres recherches de ce type-là, et qu'est-ce que ça donne comme résultat? Alors, au Europe, niveau européen, au niveau monde, j'imagine que les cultures font que l'engagement et le sens du travail par rapport aux nouvelles technologies sont différents. Oui, alors par contre, au niveau européen, honnêtement, j'en ai pas en tête. Aujourd'hui, de toute façon, la plupart de la recherche, elle est faite aux États-Unis. Donc ça, on a des données là-dessus. Et effectivement, on se rend compte que les facteurs d'engagement et de sens du travail ne sont pas les mêmes en fonction des cultures, en fonction du background éducatif, culturel et aussi religieux. Ça joue beaucoup, qu'on le veuille ou non. Donc je réfléchis rapidement. Alors, il y a quelque chose qui est important. Je reviens sur la question du leadership. Il y a quelque chose qui est super important, c'est que ce facteur de leadership, on se rend compte qu'effectivement, il est plus ou moins impactant en fonction des cultures. Et là, ça m'amène à introduire une notion de distance hiérarchique. En France, il faut savoir qu'on a une particularité, c'est qu'on a une distance hiérarchique élevée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chef, entre guillemets, il est très important et très impactant. Si on a un bon chef, entre guillemets, potentiellement, ça peut déplacer des montagnes, ça peut vous faire vous dépasser vous-même si vous avez, entre guillemets, un bon chef. Excusez-moi de mettre un jugement de valeur, c'est pour simplifier. Et à l'inverse, si on a un mauvais chef ou un chef qui ne nous convient pas, ça peut nous casser les pattes. Donc en fait, vraiment, l'impact du leader et du supérieur hiérarchique est très très fort, très important en France. À l'inverse, tous les pays avec qui on collabore souvent, donc les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, eux, ils ont une distance hiérarchique faible. C'est-à-dire qu'en fait, dans ces pays-là, on peut finalement on est plus indépendant vis-à-vis de son bien-être au travail. On est moins impacté par le chef. C'est positif et négatif à la fois. C'est-à-dire que c'est positif dans le sens où si on a un mauvais chef, c'est pas grave, on peut quand même s'épanouir au travail. Mais c'est négatif dans le sens où du coup on peut moins facilement bénéficier avec moins d'éclat d'un super bon chef. Donc moi j'ai envie de le prendre en positif quand même, en disant que en France on a la particularité d'être très impacté par le leadership. Et c'est une opportunité de développer ce style de leadership qui potentiellement peut déplacer des montagnes. Merci. Une dernière question peut-être? Regarde. On va arriver les 58, on va pouvoir conclure. Donc on peut remercier encore Madame Buzyn pour son intervention de ce jour. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous regardent. On va conclure cette année 2022. Donc avec grand plaisir, on vous retrouve dès janvier
Alors, comme je vous disais, si vous avez des questions, c'est causerie au pluriel à idfc@cesi.fr, et le YouTube, vous retrouvez les replays. Cette causerie sera en replay donc dans quelques jours, peut-être semaine prochaine. Et donc pour la rentrée, on vous propose dès le 3 janvier de nous retrouver. Et alors là, un sujet un peu décalé par rapport aux nouvelles technologies. On passe complètement sur un sujet autrement, les faussaires dans l'art. Je vous convie vraiment à suivre cette causerie. Ça va être très sympathique. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça se déroule jusqu'à fin avril avec voilà, pléthore de sujets divers et variés. Merci à tous. De très bonnes fêtes. Prenez soin de vous. Et puis, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Et on se retrouve dès janvier. Au revoir. Merci, au revoir. Stéphanie.